Bonsoir Alain Minc, merci de répondre à nos questions ce soir. Vous êtes essayiste et conseiller proche d'un certain nombre de personnalités du monde économique et aussi politique. En ce moment même, le Premier ministre rencontre des parents d'élèves à Lons-le-Saunier pour faire la pédagogie de la réforme des retraites, un régime universel de retraite à points. Il y a déjà des appels à la grève qui ont été lancés pour le début du mois de décembre, notamment par la RATP. Vous êtes très proche du président Macron et au début du mois d'octobre, vous aviez averti dans le journal Le Parisien, si il persiste à vouloir passer la réforme en l'état, l'exécutif risque la sortie de route. Vous êtes toujours aussi pessimiste ? Je crois qu'il faut prendre ce sujet d'un peu plus loin, si vous me le permettez. Le projet d'Emmanuel Macron est un projet incroyablement ambitieux qui répond aux besoins d'une économie contemporaine pour tenir compte des carrières brisées, pour faire en sorte que l'égalité avec les femmes, entre les femmes et les hommes soit pleine et entière. Donc la philosophie est absolument incontestable. La question qui se pose, c'est le passage du système actuel au système de retraite par points. C'est un jeu d'une complexité folle. Il y a 42 régimes. Il y aura des gagnants et des perdants. Les gagnants, évidemment, on ne les entendra pas. Et les perdants se coaliseront pour bloquer cette réforme. Je crois qu'il y a une manière très simple de sortir de cette situation qui peut tourner à une vraie impasse sociale. En 95, période que tout le monde a à l'esprit quand il s'agit de retraite, le mouvement a eu lieu sur le seul enjeu des régimes spéciaux. Là, l'ensemble des salariés et des non-salariés est concerné. Donc je crois que la seule solution est de dire le nouveau régime est créé et s'applique à tous ceux qui entrent sur le marché du travail. Alors évidemment, ça mettra une génération pour prendre son plein effet. Mais par rapport à l'ampleur du sujet, par rapport au changement fondamental que ça représente de notre État-providence, je crois que c'est la voie qui mêle à la fois une ambition maintenue et une sacrée dose de réalisme. Alors hier soir, les Échos ont révélé qu'un nouveau document a été distribué aux partenaires sociaux et qu'ils demandaient s'il ne faudrait pas appliquer le régime uniquement aux nouveaux entrants sur le marché du travail, c'est-à-dire exactement ce que vous proposez. Est-ce que ça veut dire que vous avez le sentiment d'avoir été entendu? Est-ce que le gouvernement s'apprête à reculer ou au moins à élargir toutes ces périodes de transition, à repousser tous les délais d'application de la réforme? Écoutez, je ne sais pas si un petit article dans un bon journal le dimanche suffit à faire changer le panorama. Je crois que ce que j'ai dit ne faisait que cristalliser ce que beaucoup pensaient et que certains n'osaient pas dire. Je pense que le gouvernement est au contact de la réalité sociale et il voit qu'on peut aller vers une thrombose. Ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est le vendredi où il y a eu une grève de la RATP suivie dans des proportions qui ont surpris, d'après ce que j'ai compris, même les leaders syndicaux. Et le lundi, vous aviez des corporations qui d'habitude ne sont pas sur la même ligne de combat que les salariés de la RATP, les avocats qui manifestaient en robe, les orthophonistes, les pilotes d'avion et des tas d'autres professions, chacune étant concernée pour son propre régime. Alors ce genre de coagulation, d'insatisfaction, c'est ce qu'il y a de pire et je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous le permettre après quand même une année où nous avons vu ce pays tanguer. En revanche, il ne faut surtout pas renoncer. L'idée qu'un mouvement social puisse faire renoncer à tout jamais à ce projet me paraît absurde. D'où me semble-t-il la ligne de crête qui permet de l'ouvrir pour les primo-arrivants, comme dit le jargon technocratique, sur le marché du travail. Les primo-arrivants, ce sont simplement les gens qui prennent leur premier job. Oui, mais ça veut dire que concrètement, cette réforme, elle est du coup repoussée à
très longtemps. C'est peut-être rassurant pour les gouvernants d'aujourd'hui, mais ça peut aussi peut-être montrer qu'il y a une forme de peur, d'inquiétude, de recul. D'abord, le gouvernement, dans le projet principal qu'il a mis sur la table, en réalité, il y avait une période d'ajustement de 15 ans après 2025. Donc on arrivait à 2040. Donc on est déjà à une bonne vingtaine d'années dans le projet de base. Ce qui est totalement logique quand il s'agit de retraite. Deuxièmement, un pays a fait ça, c'est la Suède. Mais nous ne sommes pas une démocratie scandinave avec un très haut degré de consensus social, une cogestion entre les syndicats, le patronat et l'État, et l'esprit calviniste en surplombe tout ça, qui rend quand même les choses plus faciles. Donc, je pense qu'il faut être réaliste. Ce que je crains, c'est que si on continue tête baissée dans le projet initial, on soit dans une situation où le choix des pouvoirs publics soit entre le blocage et le recul, et je pense que la solution qui est désormais un plan B dans le document dont parlaient les Échos ce matin et qui est en ligne avec la petite idée que j'avançais, me paraît raisonnable. Et ça ne veut pas dire qu'elle mettra fin à l'esprit réformiste qui prévaut dans ce pays. Il s'est passé pendant l'été, je trouve que les médias y ont été peu sensibles, la promulgation de 2 textes qui sont des textes de réforme majeure, la réforme des allocations chômage d'une part et la réforme de la fonction publique d'autre part. Donc le raisonnement consiste à dire si on prend du temps sur les retraites, il n'y a plus de réformisme macronien, me paraît absurde. Et je crois que justement pour préserver l'esprit de réforme, il faut rester raisonnable dans cette affaire de retraite. Aujourd'hui, il n'y a pas un Français qui comprend exactement ce que sera sa retraite dans le nouveau système. Ne serait-ce que parce qu'il y a des tas de zones d'ombre encore qui sont à discuter. Je trouve que c'est inutile de créer de l'anxiété à gros bouillon. Donc, vous continuez à proposer ce qui a également été proposé aux partenaires sociaux, c'est-à-dire d'appliquer uniquement aux nouveaux entrants cette réforme des retraites. Bon, vous avez répondu, mais il y aura des accusations contre Emmanuel Macron et peut-être sa peur de réformer finalement parce qu'on sera à 2 ans et demi ou à 2 ans de la présidentielle. Oui, alors ceux qui l'accuseront d'avoir peur de réformer, ce sont souvent des pompiers incendiaires. Ils seraient ravis de l'envoyer au casse-pipe, les mêmes. Donc quand on est attaché à la réussite de ce quinquennat, quand on est désireux, comme je le suis, que s'il se présente, ce qui est de l'ordre de l'évidence, j'espère, il soit réélu, on n'a pas tellement envie qu'à mi-distance de l'élection présidentielle, on soit face à une thrombose du type 1995 Empire. Donc pas de blocage, vous faites et vous dites il faut tout faire pour éviter les blocages et pour permettre à Emmanuel Macron d'être candidat en 2022, vous qui en êtes proche, vous nous dites c'est prévu et il faut éviter les blocages pour que cette candidature soit possible. J'ai dit j'espère. Écoutez. Non, mais non, vous allez trop vite en musique, c'est le propre des grands journalistes. Je veux dire, entre la réforme des retraites et l'élection présidentielle, il reste 2 ans et demi. Il s'en passera aussi des choses pendant 2 ans et demi, en particulier avec le monde tel qu'il est aujourd'hui et tel que le président des États-Unis le déstabilise. Donc, on ne peut pas dire retraite, élection présidentielle par un court-circuit. En revanche, je trouve qu'il serait très embêtant pour la cohérence de ce quinquennat, d'être obligé à un moment de reculer massivement. Donc je crois que plutôt que faire du karaté, il vaut mieux faire du judo. Dernière question, on a vu que les débats sur le voile agitaient la majorité de nouveau. Est-ce que vous trouvez qu'Emmanuel Macron est suffisamment clair sur ces questions? Et est-ce que les phrases de Jean-Michel Blanquer sont des atouts pour le président ou des problèmes? Vous savez, moi, je pense que le clivage que l'on met en exergue à l'intérieur du parti majoritaire est un clivage qui est dans la tête de chacun de nous. C'est-à-dire, d'un côté, on est fermement attaché à la laïcité, c'est par exemple mon cas, et de l'autre côté, il y a un niveau
de ce qu'Alain Juppé, pendant sa campagne pour les primaires, appelait les accommodements raisonnables. Et donc, on ne peut pas être manichéen dans cette affaire. C'est trop commode d'être manichéen. Et donc, je trouve que de ce point de vue, il est clair que c'est un domaine où il faut trouver un point d'équilibre. Et la déclaration que, par incidence, Macron a faite hier, puisqu'il s'agissait d'une toute autre réunion, essaye de chercher ce point d'équilibre. On peut être décidé à réprimer autant qu'il est nécessaire, et simultanément, on a quand même tous un hoquet en trouvant scandaleux l'agression de cette femme voilée au sein du Conseil régional par un élu du Rassemblement national qui a même été désavoué par ses propres instances. Donc il faut aussi là-dessus garder raison. C'est très facile de prendre des postures. La posture qu'a prise dans le JDD dimanche Xavier Bertrand m'a déçu venant de lui. Merci beaucoup. Merci Alain Minc d'avoir répondu à nos questions. Juste, Emmanuel Macron n'a pas besoin d'être beaucoup plus clair sur ces questions. Il l'est suffisamment selon vous? Je crois qu'il faut assumer un discours d'équilibre et je trouve qu'hier, il a fixé les deux principes fondamentaux qui est non au communautarisme, évidemment non à l'islamisme militant, mais une compréhension aussi à la liberté de chacun. Merci d'avoir été en duplex avec nous, Alain Minc.